Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus avec le Clémy qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider, vous le savez, petits et grands sur leur rapport aux écrans. On découvre ça tout de suite. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Je vais vous parler aujourd'hui d'un domaine de l'informatique qu'on appelle affective computing, en français informatique affective. On va parler donc émotion et algorithme. On va défricher un sujet vaste tout à l'heure. Effectivement, merci beaucoup Jeanne. Et puis algorithme, on va continuer à en parler puisque octobre marque le lancement du Cybermois. Un mois pour sensibiliser sur les dangers du cyber, pour en parler auprès des jeunes et des plus grands et puis pour évoquer aussi ensemble les risques du numérique. C'est justement ce qu'on va voir notamment avec notre invité car il est expert de ces sujets. On est ravis de le recevoir à nouveau sur ce plateau. Gaël Musquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes hacker éthique, ancien chroniqueur dans cette émission, expert de la tech, de la cybersécurité, de plein d'autres domaines aussi. On est ravis de vous recevoir. On en parle de tout ça dans un instant avec vous, juste après le focus. Et on regarde ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran proposée par notre partenaire, le Clémy. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein niveau. On l'avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina? Oh non, c'est ça. Juju? Pourquoi il y a plus ici? Oh non, c'est noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, toi. Je parie qu'ils jouent en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Allez, on reste toujours dans le même thème. On va informer les adolescents sur les risques d'Internet et des réseaux sociaux et leur donner aussi des conseils pour mieux réagir et se protéger. Tout ça est bien sûr essentiel. Et dans le cadre du Cybermois qui a lieu chaque année en octobre, on va parler du coup sensibilisation, prévention, éducation au numérique et à ses dérives. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, donc, à nos côtés pour en parler, Gaël Musquet, hacker éthique, ancien chroniqueur ici, expert de la tech notamment et de la cybersécurité. Je vous ai présenté justement Gaël comme un hacker, mais vous faites bien plus que ça. Comment vous vous définissez aujourd'hui ? Ah, comme hacker, hein, c'est très bien. On rajoute éthique pour dire qu'on est des gentils, mais hacker, c'est une très bonne définition puisque ça me permet de toucher à énormément de sujets, d'être un peu à la croisée des chemins, de parler à tout le monde. Je suis bavard, ceux qui me connaissent. Donc voilà, c'est un métier à temps plein où je fais à la fois de l'astrophysique, où le lendemain, je peux travailler sur des véhicules, travailler en médias comme on peut le faire en ce moment. Faire de la sensibilisation. Pour vulgariser. Donc voilà, ouais, c'est pas que de la cybersécurité, c'est ce qui est particulier et intéressant avec ce métier. Et donc je vis de mes passions, vraiment, aujourd'hui. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Alors, vous êtes là notamment pour nous parler donc, de ce Cybermois qui a commencé début octobre. Quelles sont aujourd'hui, Gaël, les principales menaces, les principales attaques aussi qui préoccupent actuellement les experts aujourd'hui dont vous faites partie ? Alors, on a des menaces qui viennent d'États. Qui nous veulent du bien et ou du mal. Alors du bien et du mal, parce que ces menaces, elles viennent parfois d'alliés qui ont des velléités à écouter, à espionner, à savoir ce qu'on pense, ce qui se dit dans les sphères du pouvoir. C'est des menaces qui viennent
évidemment 2 groupes criminels qui sont organisés pour voler, harceler, rançonner, donc qui vont demander des rançons en échange de déverrouillage de systèmes d'information qu'ils auraient verrouillés, on appelle rançongiciel. On a des menaces qui viennent des ex. Alors, c'est des ateliers que je fais régulièrement qui ont beaucoup de succès. Les ex-salariés, ex-femmes, ex-mari, ex-conjoint, ex-ami, ex-associé. Les ex. Il faut s'en méfier. La menace ne vient pas forcément de très loin. Elle vient aussi parfois, malheureusement, de proches ou d'anciens proches qui nous connaissent, qui connaissent notre date de naissance, qui connaissent le lieu où nous sommes nés, qui connaissent le nom et le 2e prénom de nos mères. Enfin voilà, il y a quand même des personnes qui, par vengeance, pour plein de raisons, veulent nous faire du mal. Et donc, il faut aussi apprendre à avoir une forme d'hygiène numérique, comme on en a en famille, comme on en a entre amis, comme on en a au travail. Il faut apprendre à cloisonner ces systèmes d'information, ces téléphones, ces mots de passe, ces badges d'accès, ces contrôles d'accès, ces clés. Et ça touche évidemment le cercle familial jusqu'évidemment à la sphère professionnelle. Les ex-associés, les ex-salariés sont potentiellement aussi des dangers. Donc vous nous dites aussi que ces défis liés à la protection de la vie privée et des données personnelles, en fait, ça peut toucher tout le monde, y compris les plus initiés. Exactement. Et plus on a un poste sensible, plus on doit faire attention évidemment à soi, à ses proches, à sa famille, à ses salariés. Tout le monde est concerné. On a tous des choses à cacher, ne serait-ce que notre intimité de base. On n'urine pas la porte ouverte, comme je le dis souvent aux enfants. Ça prête toujours à sourire. Mais on a un certain nombre de précautions qu'on prend parce qu'on a une intimité et qu'on a aussi une forme d'hygiène. On se lave le matin, le soir, on se lave les mains. Mais en cyber, c'est pareil. On ne confierait pas sa vie privée à quelqu'un comme ça qu'on croise dans la rue ou dans une gare. Et pourtant, ce sont des choses qui sont faites régulièrement sur les réseaux sociaux sans forcément faire attention à ce que l'on divulgue, sa présence, son absence de son domicile sur un lieu de vacances. Donc voilà, il y a un certain nombre de règles et le cybermois est aussi là pour les rappeler. Vous voyez qui s'écrit cybermois, MOI, / en anglais, / en français, en bon français, S. C'est cybermois, moi, en tant qu'individu, et moi, le mois, puisque c'est, voilà, ce mois-ci, on fait une chose bien en juin, en Normandie. On a aussi un cybermois au mois de juin, cette année, en Normandie. Mais l'Agence de cybersécurité européenne a défini ce mois d'octobre comme le mois où on se concentre sur ces enjeux et où on s'échange des bonnes pratiques. Alors justement, parmi les risques auxquels sont exposés les plus jeunes, il y a entre autres le harcèlement en ligne, la cyberintimidation, la pornographie, mais aussi la désinformation. Et vous en parlez, je sais, régulièrement poussé par les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous diriez que ça, c'est le mal du siècle aujourd'hui ? Oh, c'est marrant parce que je relis Platon depuis à vos heures perdues. À force de fréquenter des gens comme Jeanne, c'est génial parce qu'on se rend compte à quel point quand on lit l'allégorie Socrate, l'allégorie de la caverne, on se rend compte à quel point ce rapport à l'information fait partie en fait des mots de l'humanité depuis les grands écrivains, la nuit des temps. La différence entre l'époque de Socrate, de Platon, etc., c'est que cette information, elle circule beaucoup plus vite, beaucoup plus loin aussi, grâce au numérique. Et donc, effectivement, ça exacerbe et ça raccourcit évidemment le temps que l'on consacre et la manière dont on réagit. Les émotions qui vont naître, en fait, de ces informations. Et effectivement, ça demande, plus qu'à l'époque de ces grands écrivains, du temps que l'on n'a pas forcément toujours pour pouvoir digérer, prendre du recul, etc. Mais je conseille, alors c'était pas forcément mes matières préférées, la philosophie et l'histoire, mais on se rend compte à quel point la culture, la littérature sont plus que jamais importantes dans la période dans laquelle on vit et à quel point en fait toutes ces histoires se répètent sur des échelles et des temps plus courts. Au ça final, vient nourrir l'esprit critique. C'est l'histoire de l'humanité. Le cheval de Troie, Cassandre, elle l'avait prévenu. Ok, personne l'a cru, mais Cassandre, elle disait la vérité, personne l'a cru.
on se rend compte à quel point ces petites histoires, elles se répètent. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des conséquences légales à tout ça. Tout à fait, des conséquences légales, économiques, mentales, on parle vraiment de santé mentale. Mais encore une fois, c'est intéressant de relire ces livres et ces histoires parce qu'en fait, on se rend compte à quel point les remèdes d'hier sont toujours d'actualité. Prendre le temps, l'éducation, la lecture, prendre le temps de se raconter des histoires, prendre le temps de créer aussi des émotions positives. Tout ça, c'est important. Et ce qu'il va falloir, évidemment, au-delà de l'aspect émotionnel que génèrent un peu ces informations, c'est effectivement travailler sur le cadre légal et maximiser en fait les moyens qui sont mis en œuvre pour punir, pour intervenir, pour former, pour informer et derrière, évidemment, mettre fin à certaines campagnes de harcèlement, de phishing en ligne, de rançon logiciel, etc. On le voit, et vous nous l'avez dit d'ailleurs, Gaëlle, on est encore trop nombreux à manquer d'hygiène numérique, à nous exposer aussi sans le savoir forcément à des risques facilement évitables pourtant. Puisque la cybersécurité, on le comprend avec notamment ce cybermois, est un enjeu national, pourquoi on ne l'enseigne pas à l'école ? On l'enseigne, mais pas assez. Et quand on l'enseigne, ce sont souvent des profs, ce sont des chefs d'établissement qui sont motivés, ou qui ont la connaissance, ou qui ont l'expérience. Malheureusement, ce sont des sujets qui arrivent sur le devant de l'actualité au rythme des faits divers et des drames, des suicides, des agressions. Et donc, effectivement, comme les mathématiques, comme le français, la cybersécurité, c'est une matière transversale. On a besoin d'enseigner, et ce n'est pas le périmètre unique des profs de techno ou de physique ou de maths, ces histoires, c'est du ressort de tous les enseignants de travailler avec leurs élèves et d'utiliser justement leur matière pour pouvoir transmettre ces bons réflexes. Parce qu'encore une fois, l'histoire nous montre à quel point ces questions du rapport à l'autre, du respect, de l'amour, de l'amitié qui se termine, d'autres amitiés qui commencent. Tout ça, c'est vieux comme le monde. Ouais. Ça doit être enseigné, ça doit être transmis sur un socle de valeurs communes que l'on retrouve dans le creuset en fait, de l'école et dans laquelle la cité éducative, le corps enseignant, doit un peu faire face. Et souvent, ce que je dis aux enseignants, que je rencontre souvent, c'est laissez les enfants vous apprendre. Souvent, l'enfant, le jeune, il est parfois en meilleure position pour transmettre à l'enseignant, et donc il m'arrive parfois, du haut de mon expertise, de m'asseoir et de poser à ses enfants ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Parce que c'est très descendant, en fait, au final, et très peu montant, alors que ces enfants ont énormément de choses à nous raconter, à nous dire. Je m'assieds et du centre aéré à l'université et pour leur dire voilà comment ils voient, où est-ce qu'ils cachent leur tablette, comment ils font pour contourner le contrôle parental. Et c'est intéressant d'entendre un peu. Ils me le confient à moi parce que je suis pas leur parent, je suis pas leur prof. Oui. Et du coup, c'est au hacker qu'ils parlent parce que je suis techniquement pour eux le sale gosse qui a réussi. Et du coup, ils ont envie de me dire un peu comment ils font et est-ce que moi j'aurais été capable de faire pareil. Et ils sont souvent bien meilleurs que moi. Il faut que dans toutes les écoles maintenant. Alors oui, pourquoi pas, ou qu'on ait plus de gens comme moi, de femmes et d'hommes passionnés qui rencontrent ces enfants. C'est hyper intéressant. Ça me fait me lever le matin, très bonne humeur, alors, toute cette énergie, ce qu'il en faut quand on les a. Oui, j'imagine. C'est sûr. Mais c'est très important en fait qu'on soit avec ces enfants présents et qui nous racontent un peu ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent et comment ils voient les choses. Bon, écoutez Gaëlle, ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler ensemble dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Have you ever seen a G-shaped lamp that's also a wireless charger, Bluetooth speaker, alarm clock,
and provides 15W fast charging. This sleek beauty does it all. Perfect for your home office or bedside setup. Who wouldn't want a multitasking lamp like this? Get yours now. Link in bio. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Gaël Musquet. Mais Gaël, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'un domaine de l'informatique qu'on nomme Affective Computing en anglais ou Web affectif en français et qui englobe des technologies qui captent, analysent, manipulent aussi nos émotions pour mieux influencer nos comportements. Absolument, parce qu'après le web de documents, le web de personnes, le web de la data, certains spécialistes, parmi lesquels la data scientist américaine Rosalind Picard, parlent quant à eux du règne du web affectif. Et c'est notamment le titre de son ouvrage de 95 déjà, Affective Computing. Alors qu'est-ce que ça désigne ? Les développements de systèmes informatiques pouvant reconnaître, pouvant synthétiser, exprimer ou modéliser les émotions humaine. C'est un vaste projet interdisciplinaire. Et moi, ce que je voudrais, c'est l'étudier sous l'angle des réseaux sociaux ou de la sociabilité, parce que, en fait, la numérisation des affects, elle répond ici à un calendrier un peu plus récent, quand, en 2009, Grindr développe le swipe, left ou right, pour exprimer l'attirance ou le rejet de potentiels partenaires. L'année 2009 aussi, où Facebook introduit le bouton « J'aime » grâce à son ingénieur Justin Rosenstein, 7 ans avant que son homologue Geoff Tian, en 2016, ajoute 6 nouveaux boutons d'émoji d'humeur. Bref, tout ça, ce sont autant de moyens pour que nos affects, nos dispositions de l'âme, si on prend un peu le terme d'affect au niveau étymologique, puissent s'exprimer, puissent se prolonger, voire s'amplifier sur les réseaux et sur le numérique. Alors Jeanne, le web affectif répond donc au besoin que le numérique soit au plus proche de ce que je comprends de nos comportements sociaux et donc de la vie réelle ? Absolument, et ça répond même, selon le journaliste André Fradin du Nouvel Obs, à des comportements ancestraux. Cette pratique du like, elle rejouerait selon lui le toilettage social de nos ancêtres primates en nous aidant à consolider, via la pratique tactile du double tap, le lien entre des individus du même groupe. Et donc, d'autres théoriciens vont souligner aussi que le web affectif, il exprime la cohérence qui peut exister entre nos comportements de la vie réelle et nos comportements de la vie numérique. C'est ce que fait la chercheuse en psychologie Linda Key, qui a fait un TED sur les émojis. Et elle nous enseigne comment notre utilisation de ces symboles de la vie numérique, elle serait proportionnelle ou cohérente avec la quantité d'expressions qu'on a dans la vie physique et réelle, à peu près, proportionnelle. Et donc, elle nous dit aussi
que le système de l'empathie, créé par des smileys, elle fonctionne elle aussi d'une façon tout à fait équivalente à celle ressentie quand on est face à des vraies émotions, tristesse, joie, colère, surprise ou que sais-je. Alors où est-ce qu'ils trouvent leurs données justement, ces scientifiques du web affectif? Ils sont hérités des sciences humaines, des sciences sociales? Alors ils sont hérités d'une très longue tradition dans l'art de mathématiser l'émotion, qui est longtemps passée par l'analyse des traits humains. Qu'est-ce qu'a fait le peintre de Louis XIV, Charles Lebrun, en 1668 devant l'Académie royale de peinture et de sculpture? Eh bien, il a analysé la façon dont le visage exprime d'une manière universelle un ensemble de passions, 23 en l'occurrence. On le voit avec force mesure en bas, sur le petit dessin d'en bas, force mesure de haussement de sourcils, d'abaissement de commissure, etc. Comme le font aujourd'hui les technologies de reconnaissance faciale. Et avant ça, plus proche de nous, aussi au XXe siècle, ça occupe tout un tas de savants. Charles Darwin lui-même, il s'appuie désormais sur des photographies pour voir comment notre langage non verbal, il nous est utile à la survie de notre espèce. Lui, il crée des archéologies interespèces de nos expressions, Darwin, et il dit par exemple au sujet de cette photographie, qui exprime l'agression, que il commente cette apparition de la dent canine, si on remet le média, cette apparition de la dent canine, elle est identique à celle que l'on observe chez un chien qui grogne, et il continue, je soupçonne que ce qu'on appelle le sourire sardonique ou moqueur est un vestige de cette même expression. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Alors aujourd'hui, Jeanne, avec les technologies d'intelligence artificielle, comment a évolué justement ce champ d'études? Là où Darwin il pouvait se concentrer sur une photo, aujourd'hui, les IA peuvent se concentrer à tout le moins sur 24 images par seconde, et donc interpréter un nombre énorme de signaux, de données. Outre le positionnement des traits du visage, des sourcils, etc., ça ajoute le nombre de hochements de tête, l'humidité de l'œil, le rythme de la respiration, les changements de couleur du visage. Bref, rien n'échappe aux IA de reconnaissance faciale, et tout ça, évidemment, est fort utile dans différents domaines. J'imagine que ces données, elles peuvent valoir de l'or? Ouais, on citera... Pour clore cette chronique, déjà ce que propose la société Affectiva, qui a été fondée par la papesse Rosalind Picard de l'Affective Computing, cette société va proposer comme service de tester, grâce à la reconnaissance de nos micro-expressions, des bandes-annonces, des pubs ou même des films entiers. Mais cette collecte de données affectives, elle est vraiment hyper interdisciplinaire. Elle va dans plein de domaines. Elle peut intervenir dans le recrutement, en mesurant le niveau de stress ou d'émotivité. Donc ça peut être un peu angoissant. C'est sûr. Elle peut intervenir dans l'éducation d'une façon très productive pour adapter l'apprentissage aux différentes réactions de l'élève. Et je finirai avec une application dans le domaine de la finance, quand en 2016, des chercheurs japonais s'étaient emparés de cette importance des affects en numérique. Ils avaient développé une IA capable d'analyser les variations faciales du président de la Banque Centrale Européenne de l'époque, Mario Draghi, afin de détecter si son inquiétude laissait présager d'éventuels effondrements de la bourse dans la zone UE. Et la poker face n'existe plus parce que les IA détectent le faux dans le visage. Donc, imaginez, vu les enjeux que ça représente, l'utilité de ces technologies. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un bouquin qui est bien, qui s'appelle « Le web affectif », c'est en français, c'est signé Camille Allouin et Julien Pierre. Merveilleux. Voilà. Jeanne Dreyfus, merci beaucoup. Gaël, vous avez déjà entendu parler de ce web affectif? Alors, pas de manière aussi détaillée, un peu sûr. Si quand même, mais oui, on se rend compte à quel point tout devient aujourd'hui un sujet de données, d'interprétation, de rapports économiques, de rapports aux émotions et tout. Tout est analysé. À quel point il va falloir donc du coup être encore plus vigilant sur tout ce qui nous observe, tout ce qui nous écoute, les micros, les caméras. Il y a eu pas mal de travaux au MIT là-dessus, justement sur le web affectif, qui a de capacité chercheur de développer carrément un doigt, une prothèse sur le téléphone. Donc c'est un chercheur, M. Tessier, qui a développé un peu ce doigt qui permet au téléphone de nous caresser. Tout le monde a trouvé ça très bizarre. Ah ouais. Et ça servira à quoi, pardon? Justement, le rapport à l'émotion qu'on a avec le téléphone, qui est plus juste un téléphone. Nos téléphones, ils ne servent plus à téléphoner. Ce qu'ils voulaient, c'était provoquer un peu une réaction des gens et leur montrer que cet objet qu'on tient dans la main, c'est un objet qui transmet des émotions. Et il a fait la même chose sur des caméras. Il a transformé en fait cette caméra en œil qui suit comme ça. Donc, et là, pareil, ça a choqué avec vraiment une apparence humaine là pour le coup, une toucher tactile, un vrai rendu d'une coque de téléphone avec une peau simili peau humaine. Et voilà, et ça
permet de provoquer aussi le rapport qu'on en a à ces technologies. Quand elles deviennent très humaines, ben oui, ça choque. Parce qu'on se dit, ben non, c'est une machine. Ben en fait, pas tant que ça. C'est aussi une machine à travers laquelle on a des émotions, on exprime des émotions, on reçoit des émotions. Et donc, il va falloir évidemment être vigilant. Et bien justement, on va continuer à en parler avec vous. Merci en tout cas à tous les deux. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Gaëlle, vous nous parliez justement en fin de première partie des conséquences légales que peuvent avoir justement ces sujets de sensibilisation. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas sensibilisé, qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique, ses dangers aussi et ses dérives. Vous nous parliez des conséquences, le manque d'hygiène numérique et l'importance essentielle d'éducation et de formation. Formation aussi essentielle, puisque une étude de l'APEC note qu'entre 2017 et 2021, le volume d'offres d'emploi de cadres exigeant des compétences dans le champ de la cybersécurité a presque doublé, passant de 3650 à plus de 7000 annonces. 37 000 emplois sont aujourd'hui non pourvus dans l'économie numérique. Ce chiffre, on l'imagine, ensemble, bien sûr, ne devrait qu'augmenter dans les années à venir. Quand on lit un chiffre comme ça et des données comme ça, on se dit quand même qu'envisager une carrière dans ce secteur, ce qui a été votre cas, c'est l'employabilité à la clé ? Alors oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement, on a des postes à pourvoir et il va falloir les pourvoir. Et non, parce qu'en fait, encore une fois, comme tous ces secteurs qui sont en tension, les métiers de la cuisine, de la restauration, les métiers du bâtiment, beaucoup de personnes qui occupent ces emplois aujourd'hui, parfois déchantent. Parce qu'elles se rendent compte que ce sont des postes qui sont stressants, qui demandent de gérer beaucoup plus humain qu'on ne le pense. Ce que je dis souvent, c'est que mon quotidien sur la partie cyber, c'est 80% d'humain, 20% de technique. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas la vulnérabilité qui a été exploitée, qui en a été à l'origine, qui en a été victime, pourquoi cette personne a fait ça, ou a cliqué, ou a téléchargé, alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire, on passe à côté. Et en fait... recruter, c'est bien, mais que ce soit des emplois durables et que derrière, que ces emplois permettent aussi d'évoluer tout en préservant, encore une fois, sa santé mentale, c'est très important. Ce ne sont pas juste des métiers techniques. On pourrait penser que travailler à l'hôpital, c'est un métier très humain. C'est aussi un métier humain, mais technique aussi. On gère beaucoup d'humains. Et si on fait le cybermois, ce n'est pas parce qu'on parle à des machines, bien parce qu'on parle à des humains qui, eux, sont sur un calendrier, etc. Donc, effectivement, il y a des postes à pourvoir, il y a des postes juridiques, des postes techniques, des postes très techniques sur la cryptographie, par exemple, sur les cryptologues qui vont être, eux, vraiment travailler sur le chiffrement. On a des personnes qui vont travailler sur l'architecture, sur l'administration des réseaux, l'administration système, l'architecture des systèmes. Bref, on a toute une palanquée, en fait, tout un panel de métiers. On peut le faire, en fait. Je vous invite à aller voir sur les sites de l'ANSSI, du campus cyber, les campagnes Talents Cyber qui font découvrir ces métiers. L'objectif étant, et c'est mon cas, de pouvoir aussi évoluer. C'est une grande école de l'humilité. Je le disais tout à l'heure, des enfants qui sont parfois bien meilleurs que moi dans certains domaines. On ne peut pas être bon en tout, dans tout, pas être omniscient, omnipotent. C'est des technologies qui vont très vite. Les plus jeunes qu'on forme aujourd'hui en école, en apprentissage, en 14 ans. J'en ai 44. Donc j'ai le triple de leur âge et ce sont des enfants et des jeunes qui m'apprennent des choses. Et donc c'est très important aussi d'avoir en tête que ce sont des métiers sur lesquels la formation est continue, perpétuelle. Tout à fait. Chaque jour qui passe, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle attaque. Et donc sur ces postes, encore une fois, la diversité, elle est vitale. Les jeunes filles aussi. Exactement. Il faut qu'on ait de la diversité pleine et entière. Alors, pas juste pour dire qu'on met des filles parce qu'il faut des filles, qu'on met des Antillais, excusez-moi, parce qu'il faut des Antillais, qu'on met des Asiatiques parce qu'il faut des Asiatiques. Non, non, cette diversité, elle va être hyper importante parce que c'est cette diversité culturelle, sociale, économique, ethnique, que l'on va avoir aussi une diversité de solutions, une diversité de réactions aux attaques, d'anticipation. Je ne sais pas si vous parlez estonien autour de la table, mais une attaque qui viendrait d'Estonie ou une méthode estonienne qui permettrait de contrer une attaque, et ils ont de l'avance, beaucoup, les Estoniens en la matière, sont très bons. Ils ont eu quelques petits soucis avec Vladimir par le passé, donc du coup,
ils ont quelques petits réflexes qu'on n'a pas forcément nous, et une administration qui est très numérisée. Et donc, c'est important aussi qu'on puisse avoir dans nos sociétés de la diversité, surtout dans ces métiers, pour voir d'où va venir le coup et anticiper aussi et avoir cette culture du risque qui s'inspire pleinement en fait de la diversité des personnes qui sont employées. Les rôles modèles aussi, c'est important parce que vous parlez de ces enjeux de diversité. Vous êtes quelque part aussi à votre manière un rôle modèle pour de nombreux jeunes que vous allez voir, vous nous l'avez dit. Quel regard vous portez sur votre parcours aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, vous qui avez fait plein de choses dans le domaine de la tech, de la prévention, de l'éducation, du hacking éthique, de la météorologie, parce qu'on en a peu parlé, mais c'est aussi l'un de vos domaines. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir? C'est quoi les plus grands défis l'année prochaine? Moi, rien. Moi, là, moi, je peux mourir. Je ne suis pas croyant, mais si le grand Manitou était la lumière, moi, c'est bon. En fait, j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Vraiment. Vous avez réalisé tous vos rêves d'enfant? J'ai réalisé tous mes rêves d'enfant et j'ai même été au-delà de ce que je rêvais enfant. Donc déjà, en revanche, effectivement, ce qui me reste et ce que je ferai jusqu'à ma mort, c'est transmettre. C'est m'inspirer. Là, je reviens de l'île de la Réunion. C'est un territoire qui a une grande culture du risque, une grande humilité aussi sur le rapport au territoire, aux autres. Alors, c'est fait de son histoire, du rapport à la colonisation, de l'esclavage, et aussi tout ce brassage culturel qu'il y a eu de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Et des Amériques un peu parfois. Et donc, c'est une société multiculturelle qui m'impressionne par sa paix, par son rapport aux cultures et aux autres et à son bassin. C'est une société dans laquelle j'arrive parfois avec des solutions et tout de suite, la solution va être portée par la Réunion, mais pour aider les îles d'à côté. L'île Maurice, s'inspirer de ce que font les Malgaches, s'inspirer de ce que font les Comoriens, ce que font les Sud-Africains. Et en fait, en cyber, c'est un peu ça aussi pour moi aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable, nous, vétérans, à 44 ans, on commence à être vieux pour ce métier, de transmettre en fait ces expériences, de transmettre un peu ce que l'on a vu de nos voyages, de ce que l'on a appris, et apprendre à ces petits piou-piou qui arrivent là, et qui commencent aussi à nous challenger pas mal, vraiment. Pourquoi on fait les choses? Comment on fait les choses? À quel prix on fait les choses? On confie quand même à ces jeunes une arme offensive qui peut tuer techniquement. Un hôpital qui se fait hacker ou attaquer, c'est potentiellement des malades qui sont en grande difficulté dans les heures et les jours qui suivent. Et donc, il faut vraiment apprendre et transmettre à ces jeunes un peu ce socle de valeurs qui permettent qu'on fasse société. Et c'est ce que vous faites, je crois, quasiment au quotidien. Merci infiniment, en tout cas, Gaël Musquet, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On rappelle bien sûr le Cybermois qui a lieu tout ce mois d'octobre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous en parler, justement. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, d'avoir été aussi sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir suivis, pas reçus, suivis. Et puis on se retrouve, comme tous les jours, dès 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.